Olivier de Bavinkov, regardons évidemment d'un point de vue militaire, mais aussi politique, mais militaire avant tout, le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Je pense qu'il est bon de faire le point sur ce conflit parce qu'on entend tout et n'importe quoi autour de ce conflit, notamment de la part des politiques. Alors, hier, il y a eu ce débat suivi d'un vote à l'Assemblée nationale. Vote 372 députés pour l'accord de sécurité franco-ukrainien, 99 contre. Que dit le militaire devant ce vote? Quelle réaction? Soulagement ou pas? Soulagement? Mais il dit que d'abord, je pense qu'il y a une prise de conscience des menaces réelles qui pèsent sur la sécurité en Europe. Et on voit bien que toute l'architecture de sécurité qui avait été mise en place depuis déjà presque 50 ans en Europe pour permettre à la fois des échanges et favoriser le développement, la croissance et les relations entre les différentes parties de l'Europe, l'Est et l'Ouest de l'Europe, toute cette architecture de sécurité devra être repensée. Elle est devenue caduque du fait de la guerre et de l'invasion que mène la Russie en Ukraine. Il va donc falloir faire preuve d'imagination. Mais sur le vote lui-même, moi je me félicite qu'il y ait une très large majorité, très grande majorité en ces temps assez incertain, où les majorités sont assez difficiles à constituer au Parlement. On sent bien qu'il y a une réelle prise de conscience des hommes et des femmes politiques de notre pays, mais plus généralement de ceux qui nous environnent dans les pays voisins, de ce risque et de ce danger que fait peser la Russie sur l'avenir. Bien, nous allons revenir sur les conséquences géopolitiques de ce conflit, mais regardons militairement la situation sur le terrain. Aujourd'hui, d'après les informations que vous avez, est-ce que Ukrainiens ou Russes sont en capacité, dans les semaines qui viennent, de gagner cette guerre? Non. Non. Non, ni les uns ni les autres. D'un point de vue militaire, je pense que... d'un point de vue strictement militaire. Pour nos auditeurs, il faut être assez clair. La situation est enlisée. Il n'y a pas de progrès significatif du côté russe, il n'y a pas de progrès significatif du côté ukrainien. Et donc, non seulement la situation est enlisée, mais il me semble que la situation est indécise. C'est-à-dire que, bien malin, celui qui sait comment va se terminer ce dernier jour de la guerre. La vérité, c'est que les Russes ont des atouts qui tiennent principalement à la quantité, à la masse qu'ils sont capables de mobiliser, notamment en termes d'équipement d'artillerie et de munitions d'artillerie qui portent des coups indirects sur la ligne de front et dans la profondeur du dispositif ukrainien. Mais les Ukrainiens, de leur côté, défendent avec acharnement, courage et vaillance le sol de leur patrie en étant équipés de façon moins performante, moins nombreuses que les Russes, mais avec des équipements qui sont capables de porter des coups très durs. Et donc il y a, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des atouts d'un côté et des atouts de l'autre. La question se pose de savoir si les Ukrainiens vont disposer très vite de moyens supplémentaires permettant de véritablement faire la différence sur le terrain. Si nous ne sommes pas capables, nous occidentaux, américains, européens, de leur fournir ces équipements dans les mois qui viennent, que ce soit des avions, que ce soit des pièces d'artillerie, que ce soit des engins blindés, que ce soit des munitions, alors la situation deviendra durablement déséquilibrée en défaveur des Ukrainiens. En défaveur des Ukrainiens. Vous dites aujourd'hui, ce matin, vous nous dites, cette guerre va durer. C'est ce que vous nous dites. Ah oui. Mais elle va durer. Je veux dire que je le dis depuis très longtemps, donc je me suis Parce qu'on a tellement entendu, vous aussi, au début, quand la Russie envahit l'Ukraine, on a dit ça va se régler en 3 jours. Les Russes vont installer à Kiev un régime ami. Et puis après, on a entendu, mais non, mais la Russie s'est enlisée, voilà la contre-offensive ukrainienne qui va bousculer le front. Non, rien de tout cela. Non, rien de tout ça. Je pense que nous avons été illusionnés. Dans les premières semaines de la guerre, je pense que nous avions intégré ce qui s'était passé en Crimée en 2014. Cette espèce de coup, il n'y a pas eu un coup de feu de tiré.
Oui, j'imagine quasiment pas, des petits hommes verts qui sont sortis de Sébastopol et qui sont emparés de la Crimée sans coup férir. On voit toutes ces images qui ont été remarquablement filmées par les équipes de journalistes des Ukrainiens armés qui sont interdits, d'une certaine façon. Ils s'interdisent de réagir et ils sont interdits. Et nous nous sommes dit, peut-être dans les premières semaines de la guerre, que les choses allaient tourner très rapidement. Mais là, depuis 2 ans, parce que nous sommes dans la 3e année de la guerre, dans cette 3e année de la guerre, nous savons que cette guerre va durer longtemps. Est-ce qu'en refusant ou en s'abstenant d'aider militairement l'Ukraine, est-ce qu'une abstention ou un refus permet d'éviter l'escalade militaire ? C'est ce que j'entends. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Et je crois que vraiment, la difficulté que nous avons aujourd'hui n'est pas du tout d'écouter les rodomontades ou les démonstrations de communication ou d'influence que fait le régime russe. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est une difficulté qui est essentiellement pratique. C'est vrai que nous n'avons pas les pays occidentaux, nous avons énormément désarmé depuis 30 ans, littéralement désarmé. Oui. Et nous n'avons pas constitué des stocks de guerre et des stocks permettant de réagir immédiatement avec des effets significatifs. On sait tous comment les Russes sont capables de mobiliser des millions de munitions d'artillerie. Quand nous parlons de milliers de munitions d'artillerie, entre milliers et millions, il y a une différence considérable. Pour autant, évidemment, dans la question que vous posez, il ne faut surtout pas être sous une quelconque influence. Nous sommes clairement dans le camp de l'Ukraine. Nous considérons que l'Ukraine a été agressée par une puissance extérieure dans un rêve impérialiste et colonialiste, véritablement impérialiste et colonialiste, et nous soutenons l'Ukraine avec tous nos moyens. Et ces moyens vont monter en puissance. Et donc, à rebours de tout ce qui se dit souvent, le temps joue en faveur des Russes et Poutine est un joueur d'échecs. Je ne savais pas qu'il était du niveau de Sakharov, du niveau de Kasparov, excusez-moi. Oui. Je pensais nucléaire. Kasparov, son opposant, l'un de ses opposants les plus... Que le temps joue en faveur des Russes, moi je ne crois pas du tout. Vous n'y croyez pas? Non, je ne crois pas, parce que nous avons une industrie, une économie qui est extraordinairement puissante. Et une fois qu'elle se met en route, ses capacités sont tout à fait considérables. Alors, Olivier de Bamankov, la guerre va durer, c'est ce que vous dites. Bien, mais alors que répondez-vous à celles et ceux qui ne cessent de répéter « il faut faire la paix ». Vous êtes un militaire, vous connaissez mieux que quiconque le terrain, la réalité du terrain. Que répondez-vous à tout cela? Il faut faire la paix. Je répondrai que c'est le rêve que nous avons tous. Vous ne rencontrerez pas un militaire, notamment ceux qui ont été sur le terrain, au combat, qui ont eu des pertes. Mais vous avez dirigé les forces internationales en Afghanistan. Forces internationales, ça veut dire même l'armée américaine en Afghanistan. Vous avez perdu des hommes, des soldats français en Afghanistan. Des soldats américains, des soldats britanniques, des soldats canadiens, des soldats polonais, des soldats australiens, néo-zélandais, bien sûr. Je me souviens très bien de tout ça, et dans le moindre détail. La vérité, c'est que vous ne rencontrerez pas un soldat qui aime la guerre. Il sait quelle est l'horreur de la guerre. Pour autant, nous ne pouvons pas céder, et surtout pas céder sur les principes. Là, nous avons affaire à une rupture des principes qui fondent les relations internationales. C'est-à-dire cette offensive inconsidérée, impérialiste, de nature colonialiste que mène la Russie et qui menace l'équilibre et la paix en Europe. Il faut évidemment maintenir l'effort aux côtés des Ukrainiens. J'ajouterai une chose, c'est que... Mais cette paix que certains réclament... Mais c'est pas nous qui négocierons la paix. Nous ne sommes pas engagés dans ce conflit. Si nous l'étions, vous et moi, nous serions peut-être en train de faire quelque chose de différent de ce que nous faisons aujourd'hui. La vérité, c'est que nous ne sommes pas engagés dans ce conflit. Nos systèmes ne sont pas en alerte, nos forces ne sont pas mobilisées, nos équipes de fonctionnement au quotidien sont sur le pont, mais comme elles le sont n'importe quel jour de l'année. En revanche, ceux qui feront la paix, ce sont les Ukrainiens et les Russes. Et c'est eux qui feront la paix. Et tant qu'ils ne veulent pas la faire, nous n'arriverons pas à leur imposer quoi que ce soit. Ni les Américains, ni les Chinois n'arriveront à imposer aux Russes une solution qu'ils ne veulent pas.
Et nous avons une influence probablement assez réduite sur cet effort de paix que nous souhaitons tous. Ce sont les Ukrainiens et les Russes qui feront la paix. Oui, eux-mêmes, qui feront la paix. Comme nous l'avons fait, d'une certaine façon, avec les Allemands, avec la grande réconciliation franco-allemande qui a été menée après la guerre terrible de 1939-1945. Et quand le Premier ministre dit « nous sommes à un moment bascule de ce conflit », est-ce qu'il y a là... Parce que je constate aussi qu'il y a une exploitation politique de ce conflit qui est en France, à l'approche des élections européennes, de tous les côtés. Hein, Olivier de Bavinckhoff, je ne vais pas vous faire entrer dans la politique politicienne, mais c'est une réalité. Vous le constatez. Non, mais ça ne me dérange pas d'entrer dans la politique, très sincèrement. Un soldat, lorsqu'il est sur le terrain, il fait de la politique au quotidien. Oui, c'est vrai. Et il est concerné au premier chef par ces questions qui sont des questions fondamentales, puisqu'elles touchent à la vie et à la mort des êtres ou des nations. Là, en l'occurrence, le Premier ministre a raison de s'exprimer ainsi. Nous sommes à un moment bascule. Nous voyons bien que le conflit est enlisé. Nous voyons bien qu'il y a une montée en puissance de la Russie qui, elle, s'est mise en économie de guerre et qui est capable d'accumuler des masses très significatives et très supérieures à ce que les Ukrainiens sont capables aujourd'hui de mobiliser. Et donc, nous sommes à un moment bascule. Si nous n'aidons pas l'Ukraine aujourd'hui et dans les mois qui viennent, principalement lorsque le phénomène de dégel se sera stabilisé d'ici 2 mois. D'ici 2 mois. Parce qu'en 2 mois, il ne va pas se passer grand-chose. Il faut regarder le terrain. Il faut bien tenir compte du terrain. D'ici 2 mois, il ne va pas, me semble-t-il, se passer grand-chose. Et que s'il se passait quelque chose, il me semble que ça ne pourrait pas aller bien loin. En revanche, au mois de mai, au mois de juin, là où les sols seront de nouveau stabilisés et permettront les mouvements offensifs comme défensifs, à ce moment-là, si nous n'avons pas fait l'effort d'ici là, et c'est là où le Premier ministre a parfaitement raison de s'exprimer ainsi, dans ce cas-là, il y a un vrai risque pour l'Ukraine que les coups de boutoir russes permettent d'avancer et permettent de renverser la situation. Donc, l'urgence est d'envoyer des armes à l'Ukraine. Vous êtes clair. L'urgence est absolument d'envoyer des armes et des équipements. Les Ukrainiens ne demandent pas de soldats. Non. Le président Zelensky s'est encore exprimé tout récemment sur le sujet. Il ne demande pas l'aide de l'armée française, qui n'est pas engagée, évidemment. Il ne demande pas l'aide de l'armée britannique ou de l'armée polonaise. Mais il demande, comme depuis le début, des armes et des munitions pour pouvoir se battre. Oui, mais Olivier de Bavinckhoff, il y a des soldats de l'OTAN sur le territoire ukrainien aujourd'hui, qui ne sont pas les armes à la main, mais qui sont là pour un soutien technique, ou pour du déminage, ou pour, je ne sais pas, de la formation. Il y a des soldats de l'OTAN. D'abord, je ne suis pas capable de vous confirmer cette information. J'entends beaucoup de gens s'exprimer avec beaucoup d'assurance et beaucoup de certitude sur la question. Vous avez dirigé les forces de l'OTAN. Il y a beaucoup de certitude sur la question. S'il y en a, ils sont en nombre infinitésimaux. Oui, j'emploie un terme. S'il y en avait, il y en a peut-être, il y a certainement des agents de renseignement comme il y en a dans tous les pays du monde. Il y en a en Tanzanie, il y en a au Tchad, il y en a au Liban, des agents de renseignement. Français, russes, américains. Mais ça, ce sont des agents qui, eux, sont chargés de faire du renseignement ou de l'action à des fins politiques. En revanche, qu'il y ait des soldats de l'OTAN sous uniforme de l'OTAN, aujourd'hui, moi, je ne suis pas capable de vous confirmer cette information et j'ai de sérieux doutes quant à la réalité importante de ces tout petits détachements qui auraient été envoyés là-bas. Parce que pour former l'armée, les soldats ukrainiens ou pour servir l'armement français, peut-être a-t-on besoin de techniciens, mais bon, c'est ce qu'a dit d'ailleurs, c'est ce que dit le président Zelensky, et c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron finalement, parce que lorsqu'il parlait de troupes, il parlait de ces hommes-là. Vous savez, il y a beaucoup d'équipements que nous avons fournis qui n'ont pas besoin de formation ultérieure. Par exemple, une fois que vous êtes formé sur le canon César dans un camp français, un canon d'artillerie, c'est un canon d'artillerie. Les Ukrainiens ont beaucoup de
de pièces d'artillerie issues de la période soviétique. Donc, ils ont été formés sur un engin tout à fait nouveau, plus moderne, différent, fonctionnant différemment. Une fois qu'ils sont formés, et avec l'expérience acquise au feu qui est la leur, il me semblerait très surprenant que nous ayons besoin de les accompagner dans cet effort aujourd'hui. Bien, Olivier de Bavinkov, Vladimir Poutine poursuit ses buts de guerre sans sourciller, et puis à côté de lui, on voit Medvedev qui s'agite, qui nous insulte. Ça vous a choqué, je crois, les dernières déclarations de Medvedev? Il me choque depuis très longtemps. Enfin, je pense que je ne suis pas le seul à être choqué. Je trouve ça absolument scandaleux. Il faut le rappeler à nos auditeurs, Medvedev, il a été président de la Russie. Certes, un président fantoche, puisqu'il avait été, dans ce tour de passe-passe organisé par le président Poutine, il était le Premier ministre. À l'époque, le président Poutine ne pouvait pas se représenter et donc il l'a placé pendant 4 ans à la tête de la Fédération de Russie pour reprendre le poste immédiatement après. Et il est redevenu le Premier ministre qu'il était. Enfin, il a exercé les plus hautes responsabilités à la tête de la Russie. C'est un tout petit homme, hein, Medvedev, il est tout petit. Je sais pas combien il mesure, 1m55, 1m56. Il est minuscule. Quand vous le voyez, il est absolument minuscule. Mais qu'il s'exprime comme ça, alors qu'il a rencontré tous les dirigeants du monde entier, en tant que Premier ministre d'une part, longtemps, puis en tant que président de la Fédération de Russie. Il déconsidère ce qu'est la Russie. Il fait une tâche en Russie. La Russie, c'est un grand pays. C'est un pays que nous, Français particulièrement, nous aimons beaucoup, avec lequel nous avons des relations très anciennes. Vous l'avez rencontré, Medvedev? Je l'ai aperçu, bien sûr, je l'ai aperçu. Dans des cérémonies où il était venu, etc. La vérité, c'est que là, il déconsidère la Russie. Comment peut-on s'exprimer ainsi? Ou alors, ça veut dire que c'est un véritable régime qui n'a aucune légitimité. Comment peut-on s'exprimer ainsi lorsqu'on a représenté la grandeur de la Russie pendant tant d'années au plus haut niveau de l'État russe? Je pense que ce genre de propos déconsidère certes le personnage, mais fait un mal infini à ce qu'est la Russie dans le monde. Olivier de Bavinkov, l'Ukraine dans l'OTAN, est-ce la garantie de la guerre ou de la paix? C'est ce qui se passera à l'avenir. Bien évidemment. Dans l'architecture de sécurité européenne que nous évoquions au tout départ de cette interview, eh bien, bien évidemment, il va y avoir des évolutions majeures. Et on sent bien qu'il va y avoir des nouvelles garanties qui vont être posées et une nouvelle organisation de sécurité, une nouvelle architecture, et que cette architecture comprendra l'Ukraine et tiendra compte de ce qui s'est passé depuis 2014. Alors, certains disent on ne défie pas une puissance nucléaire comme la Russie. Que répondez-vous ? Vous me donnez combien de temps pour répondre à cette question? Mais allez-y, prenez votre temps. Je pense que là, si on rentre dans la grammaire nucléaire ou dans le catéchisme nucléaire, on va passer beaucoup de temps. La vérité, c'est que le catéchisme nucléaire, il repose sur 2 ou 3 notions de base absolument fondamentales. La première, c'est que la première de toutes, c'est peut-être que l'incertitude sur les intentions doit être manifestée jusqu'au bout. Et il me semble que dans ce domaine, nous Occidentaux, nous n'avons jamais parlé nucléaire. Nous sommes restés extraordinairement silencieux. La dissuasion, c'est l'incertitude, c'est l'ambiguïté. C'est l'ambiguïté, c'est l'incertitude et c'est le silence. Et le silence est bien plus crédible que de s'exprimer à tort et à travers, comme on l'entend souvent à Moscou, parfois ailleurs, hélas. Et chez nous aussi. Chez nous, très peu. Dans la bouche de certains politiques, pardon. Dans la bouche de certains politiques, mais que peut-être que ces politiques qui s'expriment sur le sujet n'ont pas lu Raymond Aron dans le texte, lu, relu, compris, analysé, intégré, intériorisé. Car on ne lit pas Raymond Aron une fois, il faut le lire de nombreuses fois pour comprendre quelle est cette pensée complexe et qui est toujours autant d'actualité que dans les années 1960 où il écrivait ces sommes incroyables. Donc je pense que dans ce domaine-là, c'est un domaine où l'incertitude et l'ambiguïté sont absolument fondamentales. Et la deuxième chose qui est fondamentale à retenir, c'est que la quantité ne sert à rien dans le domaine nucléaire. Nous sommes dans un domaine qui est incommensurable. Vous vous souvenez de mon terme incommensurable de la dernière fois? Nous sommes dans un domaine qui dépasse l'entendement humain.
Et donc la dissuasion, elle repose sur la stricte suffisance, c'est-à-dire la capacité à infliger à l'adversaire des dégâts infiniment supérieurs aux gains qu'il pourrait espérer. La capacité à infliger à l'adversaire des dégâts infiniment supérieurs aux gains qu'il pourrait espérer. Et c'est ça qui fonde l'équilibre de la terreur. Parce que c'est un équilibre de la terreur. Et c'est ça qui empêche la guerre d'éclater. On le sait tous. Sincèrement, je vous le dis, si nous n'avions pas aujourd'hui en Occident, en Grande-Bretagne, en France, bien évidemment aux États-Unis, l'arme nucléaire, et en Russie, la guerre aurait éclaté depuis très longtemps, car les tensions sont très fortes entre nos pays, entre nos systèmes politiques. Bien, Trump élu président, y a-t-il le risque qu'il abandonne l'OTAN? Vous connaissez bien le fonctionnement du monde occidental, du monde militaire occidental. Vous pensez qu'il y a un risque qu'ils disent bah, finalement, je m'isole, les États-Unis s'isolent et l'OTAN, bon, à quoi ça sert? Ça nous coûte une fortune, à quoi ça sert? Alors, ça nous coûte une fortune, vous savez. Je vais répondre très précisément à cette question. Je pense que Trump, c'est d'abord un promoteur immobilier. C'est pas quelqu'un qui a une expérience géopolitique ou politique très importante aux États-Unis. C'est un promoteur immobilier, probablement honnête, peut-être un peu moins qu'on ne l'imagine. Mais surtout, c'est quelqu'un qui est mu par des ressorts qui sont des ressorts de rentabilité économique. L'OTAN coûte beaucoup. Oui, l'OTAN coûte beaucoup aux États-Unis, à tout le monde. Parce que il y a une quote-part qui est une proportion du PIB de chacun des pays. Mais la vérité, c'est que grâce à l'OTAN, les États-Unis réussissent à vendre leurs équipements à de nombreux pays européens qui les achètent. Et il y a donc un retour sur investissement considérable. Le jour où les États-Unis n'apportent plus la sécurité, le parapluie de la sécurité qu'ils apportaient jusqu'à présent à tous les pays de l'OTAN, quel sera l'intérêt de ces pays de continuer à acheter américain et à s'équiper? Je pense notamment aux avions de combat, parce que c'est un domaine d'excellence pour les Français, avec un constructeur national qui est probablement le meilleur constructeur au monde, ou l'un des 2 meilleurs constructeurs au monde. Je le cite, c'est Dassault, bien évidemment, qui fabrique depuis 70 ans, des avions absolument incroyables. La dernière génération, le Rafale, est tout à fait remarquable. La vérité, c'est que le jour où les Polonais, les Allemands, les Hongrois, ou je ne sais pas qui, les Belges et d'autres pays encore n'auront pas la protection américaine, quelle sera la capacité de l'administration Trump à vendre des armes américaines? Il y a un retour sur investissement qu'il faut regarder de très très près. Donc lorsque Trump tient ce discours, moi il me semble que le principe de réalité s'imposera une fois qu'il sera élu. Alors le principe de réalité, certains vont dire, mais c'est une question cynique. Est-ce que la guerre en Ukraine est une aubaine pour l'industrie militaire française? Je présenterai pas les choses comme ça. Bon. Je dirais que... Pourtant, quelle publicité pour nos canons César, par exemple? Bien sûr. Mais or, c'est vrai que c'est sur le terrain qu'on voit l'efficacité d'une arme. Bien sûr. Ce que les anglo-saxons disent combat proven, c'est des équipements qui ont été au feu et qui ont montré la valeur et la capacité et leur capacité. Mais en fait, ça fait partie de la dissuasion. Vous savez, tout à l'heure, nous parlions de dissuasion. Oui. Eh bien, véritablement, le classement qui vient d'être fait, qui montre que la France vient de passer numéro 2 en termes d'exportation d'armement, du fait de l'affaissement de la Russie et du fait du succès remarquable de Dassault que j'évoquais à l'instant et qui va se poursuivre, me semble-t-il. Mais ça fait partie de la dissuasion. Montrer que notre pays est à la pointe de ce qui se fait de mieux et que ces équipements sont recherchés par de très nombreux pays et de grandes puissances régionales ou même de grandes puissances mondiales parce que nous sommes capables de fabriquer ces équipements. Et ça fait partie de la dissuasion. C'est pas quelque chose d'anodin. On a toujours tendance à mésestimer un peu notre pays, à considérer que... Mésestimer notre armée. Et même j'entends, oui, elle est incapable, elle ne résisterait pas 3 semaines à une attaque à terre. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ces propos-là n'ont pas de sens. Ils n'ont aucun sens. D'abord, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, nous ne sommes pas à l'est de l'Europe, nous sommes à l'ouest. Nous sommes dans un système d'alliance qui est un système extrêmement important. Nous appartenons à l'OTAN. Nous sommes environnés d'alliés.
Et donc, nous ne sommes pas en train de combattre contre les Suisses, les Italiens, les Espagnols ou les Allemands. Donc, ça n'a aucun sens. Mais par contre, dire que nous nous sommes affaissés pendant 30 ans, c'est vrai. Que nous avons oublié les fondamentaux qui consistent à disposer de quantités assez importantes. Nous avons oublié probablement ce qui est l'importance de la masse, que nous voyons aujourd'hui avec les Russes, face à la capacité de fulgurance et de très haute technicité. Mais nous remontons en puissance. Ça demandera un certain temps, c'est vrai, mais cette capacité, les exportations d'armement et notre classement de numéro 2, auparavant nous étions toujours dans les 5 premiers depuis des dizaines d'années, montrent la capacité remarquable de l'industrie française dans la matière, dans tous les domaines. Il faut s'en réjouir. Bien sûr qu'il faut s'en réjouir. Bien sûr qu'il faut s'en réjouir. Certains vont dire, moralement, c'est inconcevable. Mais... Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui, moralement, sont inconcevables. Ça me rappelle la phrase du président Mitterrand sur les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est. Oui. Eh bien, ils sont toujours à l'ouest, les pacifistes, parce qu'ils ont le droit de manifester dans nos pays. Ils n'ont pas le droit de manifester à l'est. Et par contre, les missiles sont toujours à l'est. Et le président Mitterrand, il y a 40 ans, avait raison de s'exprimer ainsi, avec énormément de force et énormément de conviction. Donc on doit être fier de voir la France considérée dans le monde entier pour la qualité de l'armement qu'elle fabrique. Bien sûr, ça montre que nous sommes à la pointe de ce qui se fait de mieux et que c'est reconnu ainsi par de très nombreux pays dans le monde. Alors, j'ai une dernière question à vous poser, qui est une question de géopolitique, Olivier de Bavinkov. La Malaisie, j'ai vu ça, demande la suppression du droit de veto dont usent les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce une bonne idée de supprimer ce droit de veto? La Russie s'y oppose. Hein. Et pour cause. Et pour cause, oui, pour cause. Et pour cause. C'est une bonne idée. C'est très difficile de répondre à une question comme celle-là. Que la France y serait plutôt favorable. Ce qui est certain, c'est que le Conseil de sécurité est paralysé. Oui. Il l'est depuis de nombreuses années du fait du veto russe. Est-ce que ce droit de veto doit être abandonné ? Ça dépasse sincèrement mes compétences et vous demanderez ça à des experts qui ont servi comme secrétaire général adjoint à l'ONU ou comme représentant de la France, diplomate et ambassadeur de la France à l'ONU. Je serais partisan personnellement d'un monde irénique, c'est-à-dire d'un monde où les relations sont plus apaisées qu'elles ne le sont aujourd'hui et où l'usage du veto est fait de façon parcimonieuse et pas pour servir des intérêts qui sont des intérêts extraordinairement contestables, comme le fait la Russie et même parfois la Chine. Merci Olivier de Bavinkov d'être venu nous voir ce matin. C'était passionnant, hein, passionnant. Chose claire, parole d'un militaire qui connaît le terrain. C'est important, c'est important. Je ne sais pas si on écoute suffisamment les militaires. C'est la seule chose importante, le terrain. Oui. C'est la seule chose vraiment importante. Vous savez, il faut sillonner, il faut marcher, il faut être sur le terrain, vraiment, c'est la seule chose fondamentale pour sentir les choses. C'est ce qui nous fait tous défaut ici à Paris, c'est de ne pas être sur le terrain pour analyser et comprendre. Merci beaucoup Olivier de Bavinkov, vous êtes sur Sud Radio, il est 8h59. Allez, après les informations, 0826 300 300, nous parlerons de plusieurs sujets et vous interviendrez évidemment comme vous le faites tous les matins.